Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je vais tenter de répondre à la question qui m'a souvent été posée. Quelle est la différence entre les mouvements automatiques et les mouvements manuels? Et quels seraient éventuellement les meilleurs types de mouvements? Et alors pour répondre à cette question, je suis de nouveau avec mon ami Benjamin. Salut à tous. Et alors je vais te passer la patate chaude tout de suite. Est-ce que tu pourrais définir les mouvements automatiques et manuels? Alors pour faire simple, c'est deux montres mécaniques avec deux types d'énergie différents. Elles portent très bien leur nom, ces deux types de mouvements. Mouvement manuel, ça demande une intervention manuelle de l'utilisateur et il remonte sa montre en passant par la couronne, en donnant des rotations à la couronne. Ouais. Et la montre automatique, une nouvelle fois, elle porte très bien son nom, elle est automatique, il suffit de la porter parce qu'elle laisse des mouvements de la masse oscillante, qui est ce demi-disque à l'arrière du mouvement, permet de remonter la montre. Ah, c'est très juste. Et puis alors il faudrait aussi préciser que sur le mouvement automatique, tu peux aussi remonter la montre à l'aide de la couronne. Alors, il existe des Seiko, certainement pas que des Seiko d'ailleurs, mais je sais que sur certains modèles SKX automatiques, les plongeuses, pour une raison que j'ignore, on peut pas les remonter à la couronne, donc c'est un petit peu plus contraignant. Mais on va dire la montre automatique classique, on peut tout à fait aussi la remonter à la couronne. Et alors, est-ce qu'entre les deux modes de remontage, est-ce qu'il y en a un que tu préfères toi un petit peu plus qu'un autre? Est-ce qu'il faut les clasher Ouais. octogone, Ouais. manuel V6 automatique? C'est assez intéressant. Ma position, elle a vachement évolué en fait là-dessus. Quand j'ai commencé dans l'horlogerie, il y a, j'ai envie de dire, cette sorte de conception un peu de noob où je me suis dit, automatique c'est super et manuel c'est un peu pourrave. Ouais. C'est un peu pourrave dans le sens, il faut remonter sa montre, c'est un inconvénient clair de se dire, je dois interagir, à chaque fois que je veux la porter, je la remonte, et que je me suis dit l'automatique c'est génial, il suffit de la porter et on n'a jamais de souci avec sa montre, elle garde le temps. Donc quand j'ai démarré, j'avais une préférence très nette vraiment pour les montres automatiques. Je me disais c'est génial. Puis il y a même pas d'histoire de pile ou autre chose. On est véritablement sur la montre mécanique. Il suffit de la porter et elle peut nous suivre toute sa vie. Alors c'est très vrai que quand on rentre dans les montres mécaniques, souvent la première, je veux dire 9 fois sur 10, ça va être une automatique pour la raison que t'évoques, quoi. Voilà, parce que j'ai beaucoup d'amis quand ils arrivent, quand ils démarrent avec la belle horlogerie, avec l'horlogerie mécanique. Généralement, ils viennent d'une montre. La première montre qu'ils ont eue, c'est la Flic Flac à quartz, Ouais. ou la Casio. C'était il y a très longtemps, ouais. Exactement. Ou la Casio, ou même, je sais pas, ils arrivent avec des horreurs de type des Festina à quartz et compagnie. Il est très fort cet argument de la montre Alors, automatique. parlons pas de malheur parce que j'ai pas envie que le podcast soit interdit au moins 18 ans, donc tout ce qui est Festina, tout ça, on met de côté parce qu'on va censurer. Non, mais du coup, je veux dire, cet argument de la montre automatique, il est très puissant et il fait mouche. C'est une montre mécanique, c'est pas basé sur une pile, il n'y a pas besoin de changer la pile, il suffit de la porter, secoue ton poignet et puis tu pourras aller jusqu'au bout avec. Et d'ailleurs, ce qui est souvent marrant, c'est qu'on a tendance à croire que c'est tellement futuristique que c'est arrivé après les montres à quartz, alors que c'est tout le contraire, c'était là bien avant. Exactement. Et quand on connaît pas l'horlogerie, on se dit une montre qu'on remonte avec le poignet, c'est le futur, quoi. Ouais, il y a un côté perpétuel qui Ouais. qui fait vriller. Ouais. Et justement, quand on commence, on ne peut être que séduit par cet aspect automatique. Et en plus, ça va très bien avec le concept de la montre de sport. On peut la porter en toutes circonstances. On peut avoir une belle montre. Il suffit de la porter. Elle ne va pas nous lâcher. Puis il y a effectivement ce côté sympa où c'est le fait de la porter, le fait de vivre avec qui la fait elle-même vivre. Donc il y a ce lien qui se crée aussi d'une certaine manière entre le possesseur et la montre. Tout à fait. Et je dois dire que maintenant, je préfère limite
la montre à remontage manuel que j'allais te demander, parce que tu disais voilà que t'avais une évolution de réflexion là-dessus. Donc, alors qu'est-ce qui te fait préférer maintenant la montre manuelle? Alors, ce qui me fait préférer la montre manuelle, c'est déjà, qui dit demi-disque, masse oscillante, ça a des répercussions sur l'épaisseur de la montre, sur le design. C'est vrai. Et ce qui est très sympa, en termes de design, on peut avoir des montres, généralement, quand elles sont extra plates, elles vont être plutôt à remontage manuel. C'est vrai. Déjà, c'est le truc qui est sympa. Dès qu'on commence à avoir plusieurs montres, on va tourner entre différentes montres. Alors, on pourrait me dire, oui, mais on peut avoir des remontoirs pour chacune de ces montres automatiques. Mais moi, finalement, j'ai pas de remontoir pour chacune de mes montres. Et je trouve que c'est très pratique, cet aspect où je switch d'une montre à l'autre et je la remonte de manière manuelle. Voilà, je peux passer d'une montre à l'autre. Mais alors là, je t'interromps là-dessus sur le coup des remontoirs. Je trouve ça très pratique justement quand t'as des montres automatiques et surtout quand t'as des montres automatiques avec pas mal de complications, notamment calendaire que t'as pas envie de réajuster. Et là, pour moi, c'est presque un accessoire obligatoire si t'as un QP automatique et que t'as pas ton winder. Tu t'exposes un jour à devoir tout régler. Enfin, t'as pas envie de ça, quoi. Exactement. Mais après, pour moi, la montre automatique, c'est plus une montre qui est sport. Et elle a pas nécessairement un calendrier perpétuel, je la vois pas comme ça. Non, je prenais l'exemple extrême, mais tu vois, même une simple date, si elle a pas un saut de date rapide et que tu dois passer 10 jours, c'est un peu laborieux, quoi. C'est vrai que c'est un peu laborieux. Comme avec une manuelle d'ailleurs, mais au moins l'automatique te donne la possibilité de la mettre sur un winder. De la mettre sur un winder et c'est pas mal. Et après, quand on passe d'une montre à l'autre, et puis même sans les porter, il y a une interaction qui est très intéressante avec sa montre. Quand elle a un remontage manuel, de prendre le temps de faire le tour de ses montres et de les remonter régulièrement. Je trouve que c'est très sympa. Et généralement, dans mon esprit, la manière dont c'est formaté, qui dit montre automatique, montre sport, et qui dit montre à remontage manuel, c'est plutôt ce qu'on va appeler des dress watch. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et je trouve que c'est hyper sympa d'avoir des dress watch. Il y a un côté qui est exclusif, élégant. Et il y a ce côté, la montre s'est arrêtée, je la sors que pour les grandes occasions, et l'expérience avec sa montre, l'interaction commence si je veux mettre mon smoking, si je veux mettre ma belle tenue, commence où je la sors de mon coffre ou alors ou de l'endroit où vous posez vos montres, et on la récupère, et ce qu'on démarre la relation, on démarre ce tempo particulier qui est de la belle soirée de mettre sa dress watch en la remontant manuellement. Je suis d'accord avec toi. Et puis alors je rebondis sur ce que tu disais sur la masse oscillante qui va faire une épaisseur. Alors c'est vrai, mais je dirais que il existe aussi des modèles automatiques qui sont ultra plats, donc finalement l'épaisseur tu l'as pas. Par contre, un des inconvénients de la masse oscillante, c'est que à moins d'avoir une micromasse, tu vas avoir donc un demi-disque comme tu l'expliquais, qui va en tout instant obstruer la vision de 50% du mouvement. Donc ça peut être un petit peu frustrant quand t'as un joli mouvement de montre mécanique de pas pouvoir le voir, quoi. Exactement, et surtout quand ça change de design. Alors pour donner du crédit un peu à mes arguments, je prendrai deux modèles de montres particuliers que j'adore, qui sont des icônes. La première, c'est la Reverso, chez Gégère Lecoultre. Ouais. Pour moi, c'est une hérésie de l'avoir en automatique parce que ça bouscule toute la ligne en fait de design. Ouais. Parce qu'elle est beaucoup trop épaisse. Ouais. Et historiquement parlant, et sur le premier coup de crayon de son design, elle était à remontage manuel, et du coup justement elle a pas cette épaisseur. Ouais. Donc j'ai une Reverso, et bien évidemment je la voulais à remontage manuel, je voulais pas des versions automatiques. Je suis d'accord avec toi, ouais. Donc là on revient sur l'épaisseur, et une de mes montres préférées, que j'ai régulièrement au poignet, et il se trouve que je l'ai encore au poignet aujourd'hui, c'est l'Omega Speedmaster. Alors, montre sport, montre professionnelle par excellence, on va se dire, ça peut être qu'une montre automatique. Mais vu que c'est la montre qui a été dans l'espace et qui est allée sur la Lune, pour une montre automatique, il faut qu'il y ait de la pesanteur pour pouvoir justement faire bouger la masse oscillante vis-à-vis des mouvements du poignet. C'était le cahier des charges de la NASA. Vu qu'elle va aller dans l'espace et sur la Lune, bien sûr, ouais. on peut pas compter sur la masse oscillante, donc elle est à remontage manuel. Et c'est absolument génial parce que le storytelling, il est top. On se dit montre sport
chronographe équivaut à montre automatique, et là on en a une à remontage manuel. Et puis ce qui est génial, c'est que c'est juste un chronographe, il n'y a pas de date, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de calendrier ou de phase de lune, à part sur certaines versions, hein. Et du coup ça corrobore parfaitement avec l'utilisation qui doit en être faite en fait de cette montre. Je la remonte, je suis ready to go, je peux aller dans l'espace et poser le pied sur la lune. Alors, en revanche, il y a un aspect un peu négatif sur moi sur les montres manuelles, c'est que tu as le risque de la sur-remonter, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien justement avec une montre automatique, c'est ce côté tu te prends pas la tête, tu sais que tu la portes et il se passera jamais rien. T'as une bride glissante qui te permet de jamais avoir ce risque de forcer sur le mouvement, alors qu'une montre manuelle, encore plus quand elles sont vintage et qu'elles sont un petit peu plus fines et délicates, ça peut arriver, quoi. Ouais. Je peux que te donner de raison. Il y a beaucoup plus de risques de tordre la tige du remontoir, Et de casser tout simplement le ressort. Et de casser tout simplement le ressort. Ouais. Je peux que te donner de raison là-dessus. Après, ouais, c'est les risques du métier, et puis c'est le prix à payer pour avoir une interaction assez unique avec sa montre. Mais c'est vrai que là, tu vois, tu parlais de tordre la tige de remontoir, et c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, et finalement c'est une partie assez sensible de la montre. Donc je vais pas dire faut pas acheter de montre manuelle parce que on a plus d'opérations à la couronne qu'avec une montre automatique, mais juste voilà de faire attention, et puis de jamais manipuler la couronne avec la montre au poignet, parce qu'on exerce une pression un petit peu plus appuyée dessus, mais de tout simplement lever la montre de son poignet et puis de la manipuler comme ça dans la main, quoi. Donc je prends beaucoup de plaisir avec les montres automatiques aussi, hein, en termes de design. D'ailleurs, une de mes Grail Watch, c'est l'Audemars Piguet Royal Oak 152, qui est automatique, ouais. Qui est automatique, mais qui est ultra fine. Ouais, c'est vrai. C'est le mouvement 920 chez Gégère, c'est le même que tu à l'époque, hein, celui que tu retrouves donc sur la Royal Oak. Sur la Nautilus, sur la 222 de chez Vacheron. Donc ça c'est hyper sympa, mais je dois dire que je prends un plaisir particulier avec mes montres à remontage manuel, ma Reverso, ma Panerai. Le mec qui va sortir toutes ces montres là. Et mon Omega Speedmaster. Après, où je suis d'accord avec toi, je suis très content que sur la Reverso et que sur l'Omega, il n'y a pas d'histoire de date. Parce que déjà, il y a une date sur la Panerai, et quand on a loupé la date et qu'on veut la mettre à la bonne date, parfois, c'est un peu besogneux. C'est un peu besogneux. Alors, puis tu vois, il y a un autre argument auquel je suis sensible, et tu sais comment j'aime tout ce qui est précision. Et voilà, on sait qu'une montre va marcher mieux quand le ressort est armé, bien tendu, etc. Ouais. Et en revanche, il y a une très nette baisse de la précision quand on arrive en toute fin de ressort. Et l'avantage de la montre automatique, c'est pour peu que tu ne cesses de la porter, le ressort sera toujours tendu à un certain niveau, quoi. Alors que la montre manuelle, à moins de penser à la remonter plus régulièrement que toute sa durée de réserve de marche, il va arriver un moment où tu vas rentrer dans la fin de la réserve de marche et tu vas perdre en précision. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, t'as différentes qualités de mouvement, etc., et des montres qui vont maintenir une super amplitude de fonctionnement sur plus grande durée de la réserve de marche. Mais c'est vrai qu'on a tendance à observer que les montres automatiques sont souvent plus précises que les montres manuelles. C'est évident. Je peux pas répondre à autre chose que t'as raison. Ça va dans ton sens. Après voilà, c'est des montres mécaniques, il y a une certaine amplitude. On sait que c'est pas le Graal en termes de précision. Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là parce que tu sais que je suis hyper attaché à ça. Puis il y a des montres mécaniques, automatiques ou manuelles d'ailleurs, c'est pas la question, qui sont incroyablement précises, presque au point de rivaliser avec du quartz. Et même si c'est pas le but, tu peux avoir tout à fait des montres mécaniques parfaitement précises. Mais en revanche, parce que là, en m'écoutant, j'ai l'impression de dire que je suis complètement anti montre manuelle. C'est pas le cas. Je pense que les montres manuelles, ce qui me plaît énormément, c'est de fait de l'absence de rotor, c'est que t'as globalement des mouvements qui sont quand même plus beaux, mais genre vraiment plus beaux. Et tu parlais
des chronographes manuels. Enfin, selon moi, c'est littéralement les plus beaux mouvements que tu peux On est d'accord. Que tu peux avoir dans, voilà, si on reste à peu près raisonnable. On est d'accord. Et il se trouve que, bon, c'est dommage, elle a le fond plein, une Omega Speedmaster, du moins les vieilles. Maintenant, il y en a des nouvelles qui sont fond transparent. Effectivement, c'est incroyable de beauté un mouvement, un chronographe. Et c'est bien d'avoir un remontage manuel où il n'y a pas de masse oscillante qui permettent d'obstruer la vue. Exactement. Et même avec des micromasses où ça va être très joli, ça va quand même prendre un petit peu de place et bon, ça sera sympa, mais vraiment un mouvement sans rotor, c'est quand même quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'horlogerie traditionnelle, haute horlogerie, sur des réalisations chez Vacheron Constantin, chez Patek Philippe, on fait la part belle au remontage manuel pour qu'on puisse admirer en fait toute la beauté des finitions du mouvement et ben tout ce qui se passe en fait, la magie quoi, véritablement. Je suis d'accord avec toi, il y a un côté très positionnement un petit peu des marques, comme tu disais, quand t'as des marques qui vont se positionner sur des montres très haute horlogerie, superbe finition, etc. Souvent, même si c'est pas exclusif, les modèles vont être à remontage manuel pour la plupart. Je pense à Langueux aussi. Exactement. C'est tout le temps, c'est très souvent manuel. Et à l'inverse, quand tu vas avoir des positionnements un petit peu plus sport, plus tool watch, ça va être automatique. Et le bon exemple, ça va être Rolex où quasiment toute la production, elle est mécanique, elle va être avec des mouvements automatiques. Donc c'est vraiment aussi une histoire de positionnement, je pense. C'est une histoire de positionnement et c'est une histoire de style. C'est quand on va faire une montre traditionnelle haute horlogerie sur un tourbillon, à moins qu'on ait une masse squelettée ajourée, ça va être dommage. Hein. Ouais. T'imagines si t'as un demi-disque qui te... Alors tu me fais penser à quelque chose, je te répondrai, t'as les masses périphériques, et ça on en a pas parlé. Ah, très juste. Et on parlait de Vacheron, t'as la nouvelle Overseas là qui a été présentée au SIHH dernier, là il y a 6 mois et quelques en janvier là 2019, mouvement 2160, tourbillon et calibre automatique, rotor périphérique. Donc ça va être un rotor qui va être comme son l'indique sur la périphérie du mouvement. Ouais. Et qui va être plus fin, et ça va pas être ce demi-disque qui va cacher une partie du mouvement, ou pire dans le cadre d'un tourbillon qui va se placer derrière le tourbillon et qui va pas permettre d'avoir vraiment cette profondeur qu'on aime bien sur un tourbillon. C'est vrai. Après, ce qui est dur aussi, alors, pour aller du côté des mouvements en remontage manuel, ce qui parfois est compliqué sur certaines montres qui sont automatiques, on trouve la montre canon, il se trouve qu'elle a le fond ouvert, et puis la décoration de la masse oscillante est absolument à gerber. Ouais. Ça arrive, et là, c'est dommage, hein, c'est là où ça fait mal, parce que parfois on s'est véritablement chauffé pour une montre, on se dit ouais, c'est top, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le cadran, la forme de la boîte, en plus elle a le fond ouvert, c'est cool, je peux regarder. Et puis là, on va l'essayer, on la retourne et on voit qu'en fait la masse est absolument dégueulasse. Ouais. Donc c'est ce qui peut jouer vraiment contre les montres automatiques. Et c'est vrai parce que il y a un côté la masse c'est un des plus gros en termes de largeur composant. Ouais. Donc s'il est pas bien exécuté, ça peut être un petit pont que tu vas pas voir. C'est genre cette grosse masse qui va pas être super sympa effectivement. Ouais. Et c'est compliqué. Et d'ailleurs c'est pour ça que des montres sport entre guillemets véritablement de luxe comme une Royal Oak chez Audemars Piguet, une Overseas chez Vacheron Constantin ou une Nautilus, une Aquanaut chez Patek Philippe, et ils mettent les masses oscillantes généralement en or et avec une décoration qui est spécifique. Ouais. Et c'est des montres qui sont hors de prix. Et c'est pour ça, dès qu'on est sur le moyen de gamme, de belles montres automatiques, et parfois ça pêche un peu, hein, franchement, sur la décoration des masses oscillantes, quoi. Ouais. Très bien. Et je te propose de conclure là-dessus. Là, on a vu les différents types de mouvements et puis on a fini sur une touche de décoration. On parlait de calibre en or, donc je trouve ça une belle façon de clore cet épisode. Ça pourrait être un prochain épisode, les décorations sur les calibres. Pourquoi pas? C'est un peu plus dur de décrire effectivement, à l'oral, mais on peut relever le challenge une fois. Ça marche. Ciao. À bientôt. Salut. Merci d'avoir suivi ce podcast.
Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.